invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Pitous est à nos côtés, Senior Advisor chez AI for Alpha. Bonsoir Alain. Bonsoir. L'IA au service de la gestion d'actifs, on peut le Exactement. redire d'un mot comme ça, hein, Oui, pour tout à fait. rappeler ce que fait AI for Alpha. Jean-François Fossé, directeur de la gestion multi-actifs d'Ophi Invest Asset Management. Jean-François, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et Kevin Tozet nous accompagne également, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui justifie ce repricing obligataire un peu global qu'on a vu assez marqué d'ailleurs en fin de semaine dernière, Kevin, donc avec une correction du marché obligataire et donc des taux qui ont remonté à peu près sur l'ensemble de la courbe, un mouvement assez global. Comment se décompose ce mouvement et qu'est-ce qui guide ce mouvement ? Alors, le mouvement, je pense qu'il faut le voir un peu comme une séquence, c'est-à-dire que on est quoi, à peu près 3 mois depuis le début depuis 80 jours. Voilà, 80 jours depuis le conflit iranien. On a eu une première séquence, on a vu les parties courtes des courbes de taux, donc les anticipations de politique monétaire remonter fortement dans le sillage de ce choc d'offres, de la hausse des prix des matières premières. Ça va amener un aplatissement des courbes de taux. Là, on a sans doute le deuxième set, une deuxième séquence. On a des banques centrales qui nous disent qu'elles sont moins enclines, moins envie de remonter ces taux d'intérêt. On va pas dire qu'elles ne vont pas le faire, mais en tout cas, c'est ce qu'elles signalent d'une part. Et puis d'un autre, on a quand même tous les enjeux de déficit, puisque des taux plus élevés, ça veut dire coût du service de la dette qui est plus élevé, ça veut dire potentiellement un certain nombre de réponses aussi qui vont être apportées, réponses budgétaires, mais bon, on peut pas tous faire comme les Anglais, comme les Français. On peut pas tous dire que oui, on va avoir des déficits aujourd'hui, puis en fait, dans 4-5 ans, ces déficits vont devenir des surplus. Le marché a de plus en plus de mal à acheter cette séquence-là. Ouais. Et puis, je crois qu'il y a un autre phénomène aussi, c'est que globalement, on a quand même certaines économies, en tout cas l'économie mondiale leader, l'économie américaine, qui tient quand même très bien. Les indicateurs coïncidents mettent la croissance économique américaine sur le deuxième trimestre à 4% de croissance. Donc ça veut dire aussi, potentiellement, on a moins de mauvaises nouvelles que ce qu'on pouvait craindre, plus de bonnes surprises sur le front de l'économie, sur le front de l'inflation. Et donc ça veut aussi dire potentiellement des taux d'intérêt plus élevés. Et donc là, c'est bien les parties longues, effectivement, qui s'agitent, en tout cas dans ce deuxième set, comme vous dites. C'est davantage les parties longues. Alors on a aussi eu quand même une forme de repricing, désolé pour l'anglicisme, mais de revue à la hausse, réévaluation de ce qu'allait faire la Réserve fédérale américaine aussi. Il y a beaucoup d'espoir qui a été mis sur le nouveau directeur de la Banque centrale américaine. On lui souhaite bon courage pour sa rentrée, parce qu'il est déjà quand même un peu en tenaille entre des anticipations de marché qui anticipent 3 hausses de taux déjà, et sans doute Donald J. Trump qui n'entend pas de cette oreille-là. On parlera de la feuille de route et des challenges qui attendent Kevin Warsh, donc qui est désormais président de la Réserve fédérale américaine, qui va être élu par ses pairs président sans doute également du comité de décision de politique monétaire, président du FOMC et président de la Réserve fédérale américaine. Comment vous comprenez ce mouvement de réappréciation des taux longs et parfois même des taux super longs, puisqu'on regarde les taux à 30 ans, 40 ans au Japon, mais 30 ans à plus de 5% aux États-Unis, évidemment, ça marque les esprits, Jean-François. Et est-ce qu'il y a l'idée, dans ces dernières séances, d'un risque, alors je ne sais pas comment le dire, d'un risque d'erreur de politique monétaire, en tout cas l'idée que les banques centrales vont être en retard peut-être par rapport à ce phénomène inflationniste qu'on peut imaginer temporaire, mais qui est pour l'instant quand même en train de se diffuser. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur les différentes séquences, parce que finalement, le mouvement haussier-taux, il date maintenant depuis plusieurs années. Les banquiers centraux, en termes de communication, ont été assez actifs. Après, il y a aussi un effet mémoire sur certaines banques centrales de 2022, donc il n'y a pas forcément la volonté à être trop en retard par rapport au risque inflationniste qu'on commence à avoir. Donc d'où le marché qui commence à anticiper pas mal de hausses de taux, peut-être un peu trop par rapport à ce qui pourrait y avoir en réalité. Maintenant, vu les incertitudes qu'il y a autour du conflit, de la géopolitique et derrière de l'inflation, cette incertitude, vous la retrouvez dans la courbe et dans les anticipations qui vont derrière. Pour ce qui est de la Banque centrale européenne, il ne faut pas oublier que son mandat, c'est un mandat sur l'inflation.
Donc voilà, ils vont être assez dogmatiques, je dirais, sur cette partie-là. Si vous prenez la Réserve fédérale, ils ont cet équilibre qui est croissance-inflation. Donc il faut tenir compte quand même qu'ils ont une forte croissance, comme il le disait précédemment, ce qui devrait limiter un peu mais en même temps, ça veut dire dire que la partie croissance ou la partie emploi du mandat de la Fed, il est rempli aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que l'attention devrait pouvoir se porter plus naturellement peut-être sur la partie inflation, sachant que cette partie emploi et croissance du mandat est remplie, quoi. Après, côté inflation, aux États-Unis, ça commence aussi un peu à piquer parce qu'il y a les salaires qui montent assez fortement. On commence à friser les 5% sur l'indicateur CPI. Sur côté production, ça monte bien. Donc l'économie à turbine. Donc effectivement, ça met un peu de... Enfin, c'est normal que les anticipations soient plutôt orientées à la hausse, quoi. Kevin, en gros, les marchés obligataires, peut-être qu'ils n'achètent pas non plus pour argent comptant les gains de productivité de l'intelligence artificielle. Le pari de Kevin Warsh, effectivement. Est-ce que, effectivement, dans ce contexte-là, alors les banques centrales ont généralement que des coups à prendre dans ce genre d'affaires, mais comme vous le dites, ce qui marque aussi ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est le renversement majeur des anticipations de marché. On verra à la fin de la journée combien de hausses de taux seront peut-être délivrées. En tout cas, on partait en début d'année avec l'idée que la Fed allait pouvoir continuer de normaliser à la baisse sa politique monétaire. Là, le marché, non seulement n'attend plus de baisse de taux, mais commence à se dire que le prochain mouvement sera une hausse. Là, il a été complètement pris à revers par rapport aux anticipations de fin d'année dernière. Après, ce qu'il faut savoir d'une manière générale, c'est les anticipations de marché se réalisent rarement. On a besoin d'anticipation quand même dans le marché parce que faut fixer un prix, des contextes, etc. Mais dès qu'il y a une information nouvelle, c'est un prix de marché. Je suis d'accord. Ça peut bouger très vite. Admettons une réouverture d'Ormuz dans les prochains jours, prochaines semaines, je ne sais plus. Maintenant, ça fera bouger forcément ces anticipations de marché. Forcément, puisque autant à court terme, il y a quand même, ça va dépendre en fait du timing, parce qu'il y a déjà, on voit que déjà l'inflation commence à rentrer. Donc même si Ormuz rouvre, il y a quand même eu des destructions de capacité. Il y a forcément une inertie qui va s'opérer. Donc il va falloir quand même opérer, je dirais probablement quelques hausses ou une hausse, on verra. Mais derrière, sur toute la projection, on peut très bien avoir quelque chose en forme de cloche où on pense que ça va monter sur les prochains mois, trimestres, et puis après, les anticipations sur 2027 ou 2028 commencent à sortir. Et finalement, on repart sur une trajectoire qui est peut-être plus en adéquation avec ce qu'on avait un peu avant, quoi. Bon. Mais ça, il est quand même très compliqué de faire des scénarios par rapport au contexte actuel. Bon, en tout cas, on repart pour ce qu'on appelait à un moment le higher for longer, c'est-à-dire que la normalisation des politiques monétaires, il faut l'oublier, et on se demande s'il va pas falloir remettre un petit tour de vis quand même dans le système. Exactement. Alors, je trouve que ce qui a été dit est parfaitement décrit, donc je ne vais pas continuer de reprendre là-dessus, mais moi, si on essaie de se projeter un petit peu pour regarder ce qui se passe, je pense qu'il y a trois choses à regarder. Il y a le Japon, le UK et les devises émergentes qui sont des effets, qui ont des effets de bord par rapport à tout ce qui se passe. Premièrement, c'est le Japon. Le Japon, ils sont dans une situation qui est extrêmement compliquée, puisqu'en fait, donc leur devise baisse depuis longtemps. Donc on a entendu qu'ils allaient essayer de calmer cette baisse, mais c'est extrêmement compliqué parce que ça veut dire hausse des taux, ça veut dire peut-être un effort budgétaire, pour contenir un peu des alors qu'en fait, la première ministre a dit l'inverse depuis 2 jours. Donc ils sont dans une situation qui va forcément se résoudre à un moment de manière assez violente. Je ne vois pas que ça puisse se résoudre de manière tranquille à cause de la hausse des taux généralisée dans le monde. Donc ça, c'est le premier endroit qu'il faut vraiment regarder. Et moi, je pense qu'à un moment donné, la Banque centrale japonaise va faire remonter sa devise. Et ça va avoir des effets de bord énormes parce que les Japonais ont d'énormes encours en obligations internationales. Donc, s'ils en rapatrient un petit peu, ça va remettre une deuxième couche sur les taux longs mondiaux. Donc, il faut imaginer que la Banque centrale du Japon ira peut-être plus vite
dans les hausses de taux que ce que le marché estime. En tout cas, ça fait partie de la pression que le marché exerce. Exactement. Le marché demande à la Banque centrale du Japon de serrer la vis pour éviter l'envolée de la courbe. C'est ça. De toute façon, s'ils ne le font pas, le yen continue de baisser, ils importent de l'inflation et c'est une catastrophe. Donc, et eux, ils importent vraiment de l'inflation puisque pour le moment... équilibre instable. Équilibre extrêmement instable de ce côté-là. Bon, le UK, c'est un peu une situation entre guillemets à la française, sans la zone euro pour les protéger. Hein. Merci le Brexit. Bon, c'est un autre débat. Donc, une situation à la britannique, en l'occurrence. Voilà. Et ils sont là aussi, c'est la quadrature. Ils ont déjà vécu l'épisode en octobre 22 avec l'Istrus. C'est ça. Et bon, ils l'ont contenu. Ça s'est passé finalement assez bien. Je pense que maintenant, les fonds de pension sont quand même un peu plus protégés qu'ils ne l'étaient à l'époque, où ils étaient peut-être un peu plus optimistes qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus discuté, donc ça devrait aller mieux. Mais eux aussi sont dans une situation qui est extrêmement inconfortable, puisqu'en fait, ils ont de l'inflation, ils ont des taux qui ont monté, ils n'ont pas de possibilité de réduire les déficits budgétaires. Enfin, je vois pas. Ils sont comme la France, en fait. Hein. Le débat, c'est la gauche qui reprend un peu de traction dans le Labour. Donc, on ne montera pas les impôts. Voilà, et donc la situation est extrêmement compliquée de ce côté-là. Et alors, pour finir, ça c'est un effet de bord qu'on voit déjà aujourd'hui, hein, c'est la devise indienne, la devise turque, qui sont massacrées depuis quelques jours, enfin quelques semaines, et ça continue la tendance. On commençait à avoir un petit peu d'espoir que ça allait aller mieux, mais ils se sont fait laminer une fois de plus. Alors on a nos amis argentins qui sont un peu passés au travers parce que bon, ils ont un peu restructuré, ils se sont donné un peu d'air. Encore faut-il que Milei gagne les élections, je crois que c'est 2027. Donc eux, ils ont un peu de répit jusqu'à ce moment-là. Donc on est dans une situation où, pour faire des arbitrages, on va en reparler après, je pense, sur les allocations qu'on peut avoir en ce moment, c'est ce que vous disiez, c'est la hausse des taux peut continuer encore un moment avec des zones d'incertitude qui font une énorme volatilité sur ce côté-là. Avec le fait qui a été souligné par Jean-François, c'est des investisseurs qui anticipaient une courbe des taux qui se rétablit et qui s'abaisse un peu à une courbe des taux qui se repentifie avec des taux plus hauts. Donc, en allocation, c'est extrêmement pénible. Et puis, ça a des effets sur les valorisations. Oui, et puis sur des endroits qui sont quand même fragilisés aussi en ce moment. Hein, je pense au private equity. Et pas fragiles, mais en tout cas, qui sont extrêmement valorisés sur la partie tech. Ça exerce une pression globale. Moi, j'avais fait un calcul ce week-end. Je me suis amusé à regarder ça. Un point de hausse des taux sur des PE à 60, pour réajuster tout ça, il faut 35% de baisse des cours. Hein. Donc, ça vous donne un peu une idée. 60, c'est le SOX, pour dire les choses. Par exemple, c'est l'indice des semi-conducteurs aux États-Unis qui est valorisé à peu près à ces niveaux-là aujourd'hui. C'est une boîte qui n'a pas IA dans son nom. Non, mais voilà. Donc, on est quand même fragilisé. Quand même. Kevin, et puis... un mot de Kevin Warsh qui entre en scène effectivement dans un contexte sans doute différent de celui qu'il pouvait imaginer quand il prétendait être... Le cas du Japon, il est intéressant quand même. C'est-à-dire que c'est sans doute l'endroit dans le monde développé, ou même dans le monde tout court, où les taux réels sont autant en territoire négatif. Toujours. C'est-à-dire que le fait que la Banque centrale japonaise n'intervienne pas alors qu'il y a de la croissance, alors qu'il y a de l'inflation, ça pose question. Et c'est bien ça que le marché vient tester. C'est pour ça que les taux longs remontent. Et ça c'est un vrai enjeu. Et le ministre des Finances, il est intervenu ces dernières semaines pour essayer de mettre un plancher sous l'yen. Mais si vous ne faites que intervenir sans avoir, on va dire, une réponse un peu plus durable, et donc en l'occurrence remonter les taux de politique monétaire, ça fonctionne quand même beaucoup moins bien. Ça, c'est un problème. Et je crois que l'autre problème, c'est que à la lumière de la très bonne performance des actions japonaises, il y a beaucoup d'investisseurs internationaux qui y investissent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se couvrent. Et donc, en fait, chaque fois que les actions japonaises montent, on se couvre un peu plus sur le yen, et le yen baisse davantage. Donc ça, c'est un point. Juste une parenthèse sur le Japon, on l'a raconté la semaine dernière, avant la visite de Donald Trump en Chine, Scott Bessent lui a fait un détour par le Japon pour rencontrer ses homologues japonais. C'est la 3e fois qu'il va au Japon en un an ou en un peu plus d'un an. Ça montre quand même ça montre quand même l'attention que les Américains portent à la situation budgétaire fiscale de leur allié stratégique dans la zone. Mais c'est aussi en dehors de la dimension géopolitique, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'entreprises japonaises dans le secteur technologique de pointe, on pense à l'intelligence artificielle, et les niveaux de valorisation ne sont pas à 60 fois. Donc ça aussi, sans doute que ça attire des investisseurs. Donc ça c'est un point. Sur le Royaume-Uni, je crois qu'il y a quand même cette séquence-là, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ qui n'est pas évident. C'est-à-dire que pourquoi c'est particulièrement compliqué aux États-Unis? Parce que la trajectoire de croissance, elle est particulièrement mauvaise. C'est-à-dire que ça fait 15-16 mois qu'on a de la destruction d'emplois
au Royaume-Uni. Ouais. Donc, dans ce contexte-là, quand on a une inflation qui est élevée, la réponse de la Banque centrale n'est pas évidente et les allers-retours qu'a pu faire la Banque centrale anglaise ont été extrêmement forts. En janvier, ils disaient on va baisser les taux. Là, la dernière, finalement, c'est pas la trajectoire qu'ils vont vraisemblablement adopter. Et ça pose aussi beaucoup de questions globalement. Et quand tu as remonté le niveau d'imposition, ça apporte le risque d'optimisation de résidence fiscale, qui a été quand même un atout pour l'économie anglaise. Donc ça viendrait aggraver la situation. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de réponse, je crois qu'il y en a une, ça s'appelle l'orthodoxie budgétaire. Mais ça, tout le monde l'a un petit peu oublié. Et c'est vrai que ces réflexes comme quoi une banque centrale va systématiquement baisser ses taux d'intérêt ou qu'un gouvernement va systématiquement dépenser davantage, depuis 2020, on ne peut plus avoir cette logique-là ou cet algorithme-là en tête. Il faut changer un petit peu d'algorithme. Mais il y a quand même dans l'opinion une demande infinie aujourd'hui pour de l'intervention publique, fiscale, budgétaire, pourquoi pas réglementaire. En tout cas, voilà, cette demande-là, elle existe et quand on est politique, il faut bien l'avoir en tête. Face à tout ce qu'on décrit, Jean-François, alors... Bon, les marchés actions font pas grand-chose aujourd'hui. Je crois que ça baissait vendredi effectivement à New York. Mais on a ce thème de l'IA qui permet de regarder, à travers tout ce qu'on vient de raconter. Combien de temps ça peut durer? On a Nvidia encore devant nous. Et est-ce qu'effectivement, en tant qu'investisseur, allocataire, est-ce qu'on est encore confortable avec l'idée de se raccrocher à ce thème de l'IA pour générer de la performance dans des allocations? Effectivement. De toute manière. Mais vous aurez la question aussi, alors. Je dirais, parlant comme un allocataire, le risque de concentration, ça fait un petit moment qu'on l'a. Il existait... C'est un peu l'accordéon. Il y a des moments où c'est très concentré. En 2025, ça s'est un peu déconcentré. Et là, ça s'est très, très fortement reconcentré. Oui, mais au-delà de ça, notamment les indices europééens, ils ont toujours été concentrés sur des secteurs en risque. Il y a une époque, c'était les financières. Après, il y a eu le luxe, la qualité. Ça évolue en fonction des tendances. Là, on a effectivement l'IA, les semi-conducteurs. Alors la concentration, elle est même encore plus extrême sur d'autres zones. Je prends la pays émergent, la Corée. Bien sûr, Taïwan, c'est une boîte. Donc voilà, la concentration. C'est pas l'apanage du marché américain. Voilà, on vit avec. La hausse qu'on a depuis le début de l'année, elle est saine. Elle est tirée par les résultats. Voire même, le consensus est en permanence derrière. Donc il passe son temps à réajuster pour tenir la cadence. Donc le marché américain, il reste un peu cher. Mais bon, c'est un peu le marché majeur. Il n'y a pas un autre marché qui peut faire concurrence au marché américain. Donc, et en termes de flux, ce qu'on voit en termes de positionnement parmi les gros acteurs du marché américain, c'est que les gérants d'actifs sont globalement investis. Ils ont continué d'investir en termes de cyclicité, donc notamment tout ce qui est valeur IA dans les mois, peu importe ce qui s'est passé côté géopolitique. Le fameux retail américain, lui, il a pas mal baissé sa position en cash, notamment du fait que déjà il y a une saisonnalité qui lui est pas très favorable puisqu'il doit payer ses taxes. Donc là, il y a de la marge pour qu'il revienne investir. Et en plus, ça tombe bien, son secteur préféré cartonne. Donc il a des arguments pour en remettre. Il y a beaucoup d'optionnalités à la hausse. Et c'est vrai pour les petits porteurs, mais aussi pour les institutionnels, qui ont pas mal joué effectivement une sortie par le haut, parce que dans le conflit géopolitique, implicitement, il y a quand même cette idée qu'à un moment donné, ça va se résoudre. Alors même si on repousse l'échéance de chaque mois, chaque trimestre, il y a quand même implicitement cette idée qu'on va avoir une sortie par le haut. Donc ça se retrouve un peu dans les positions. Et je dirais, l'IA, c'est difficile de faire ça. Alors, l'idéal, c'est un peu si on fait l'analogie avec l'or, c'est un peu les vendeurs de pelles qui cartonnent. Après, savoir qui va être le gagnant à la sortie, c'est quand même plus compliqué. Mais on reste dans la séquence vendeur de pelles et de pioches. Ça fait, la Corée, c'est ça. La Corée, c'est ça. Là, ce que eux ils vendent. Alors, il y a eu Nvidia avec la capacité de vendre des processus de calcul très rapides pour pouvoir mettre en branle toute l'infrastructure des chatbots et l'IA en général. Et maintenant, côté Corée, c'est la capacité de stockage.
faut stocker énormément de données, et c'est là où les deux grosses boîtes coréennes sont bien passées, quoi. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas cher, parce qu'il y a tellement d'anticipation de croissance que sur les années qui viennent, là, on a même des PE qui tombent à 10, quoi. Incroyable. Tellement on attend du lourd. Des PE de boîte value, pour dire les choses à 10. Enfin bon, si on regarde effectivement devant soi. Donc ça veut dire, d'un point de vue de gestion d'investissement, il faut pas... ça reste un no-brainer. Il faut adhérer, embrasser évidemment ce mouvement, c'est incontournable, et ça reste quand même un risk-reward intéressant aujourd'hui. Alors, no-brainer, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, si vous abordez le thème de manière assez indicielle, qui par sa nature quand même diversifie un peu les risques, mais bon, on va dire que le risque, l'indice va faire bien les choses quelque part. Il va aller surpondérer ce qui a tendance à marcher et surpondérer ce qui a tendance à mal fonctionner. Mais je dirais que oui, le thème, c'est difficile. En tout cas, c'est difficile d'être contre. Donc déjà, les vendeurs, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est le rouleau compresseur en face. C'est trop tôt pour aller juger de ceux qui vont être perdants-gagnants. Pour l'instant, c'est pas très clair. Donc, il faut plutôt jouer l'amont parce qu'il y a de l'investissement, il y a besoin de capacité, et c'est là où, quelque part, à ce stade, c'est là où sont les gagnants. Bon, et puis dans les gagnants, Alain, je vous passe la parole, mais dans les gagnants, on a parlé des semi-conducteurs, le stockage, la mémoire vive, etc. Il y a aussi le thème de l'énergie. De voir Nextera et Dominion aujourd'hui s'allier pour servir justement une demande d'électricité qui croît à une vitesse à laquelle on n'a jamais assisté. Ça fait partie aussi, j'imagine, des gagnants du thème de l'IA. Oui, alors moi je trouve que c'est... Alors on va parler des taux après, mais le marché action aujourd'hui, il est assez clair, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des thèmes gagnants, et ces thèmes sont extrêmement gagnants. Donc, quand vous disiez qu'est-ce qu'on fait, effectivement, on se laisse porter, voire on va chercher des pépites en amont, en aval. Enfin, on essaie de trouver des trucs qui sont autour de ce gros poisson qui emmène, qui emmène tous les autres, tous les petits poissons autour qui vont s'alimenter. Et puis un petit poisson qui devient un peu plus gros, c'est très sympa quand vous en avez un peu en portefeuille. Puis tant mieux si vous êtes un peu avec la baleine. Et en fait, je crois, les investisseurs qui sont positionnés, moi j'ai des portefeuilles que je suis, et ces portefeuilles qui sont positionnés, on se posait la question à Nvidia 180, on se disait c'est peut-être un peu cher et tout, puis on la regarde maintenant à 210, 220, puis comme c'est des trucs qu'on avait achetés il y a très longtemps, même en dessous de l'indice, ça finit par nous porter. Donc on n'est pas très vendeur sur ces trucs-là. Alors après, on essaie de trouver des idées en dehors de ces thèmes. Mais le problème, il est là, c'est qu'on se fait laminer. C'est-à-dire que là, la sous-performance, elle fait très très mal, parce que non seulement ces titres-là, ils progressent pas, voire même ils se prennent des petites tartes au passage, donc on se retrouve avec des moins 30, moins 40 par rapport au benchmark, et en termes de gestion, c'est une catastrophe. Donc je crois que pour les gérants aujourd'hui, le fait qu'il y ait des gagnants permet de rester investi sur les actions. Et du coup, comme ces thèmes-là, c'est plus des thèmes qui arrivent d'aujourd'hui, donc c'est des thèmes qui sont là depuis un moment, vous pouvez vous laisser porter. En plus, vous avez, on parlait tout à l'heure de l'introduction en bourse de SpaceX, ça aussi, c'est un truc complètement dingue. C'est-à-dire qu'en fait, vous regardez SpaceX, ceux qui vont pouvoir en avoir, qui en ont déjà d'une manière ou d'une autre, ils vont surfer sur ce truc. Et puis vous regardez toute la chaîne de valeur autour de SpaceX, c'est pareil, c'est des trucs qui ont cartonné de manière complètement dingue. Donc vous vous dites, alors qu'est-ce qu'il y a comme autre acteur dans le spatial ? Et puis vous recommencez, et puis ça recommence comme ça. Donc quand il y a des trucs qui s'auto-entretient. Mais c'est ça, quand il y a des thèmes positifs, c'est plus facile de rester investi. C'est quoi le risque quand on est dans ce genre de schéma ? Le risque, il est côté taux. C'est parce que là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que un gérant action, il va regarder... le futur, l'avenir. Mais c'est un acheteur de call. Ah bah oui. Et le gérant taux, c'est un vendeur de puts. Donc, mais oui, mais le problème, c'est que les puts, ils peuvent faire très très mal. C'est la hausse des taux, c'est un pet au Japon, c'est un problème en Europe à cause de nos amis anglais. Et là, on se retrouve avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, je dis pas qu'elle va craquer, parce que ça peut très bien se régler de manière assez soft, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les banques centrales, finalement, elles continuent d'augmenter leur bilan en ce moment. Vous regardez la courbe du S&P et la taille des bilans des banques centrales. Ne faites pas cette tête-là. Je vous le prouverai ce soir. Mais il y a quand même pas mal de banques centrales qui, à commencer par la BCE et alors la Fed, a arrêté le mouvement. Mais... Regardez la progression de la liquidité disponible, elle continue d'augmenter. Donc
Ça peut durer. Alors après, faut pas qu'il y ait un grain de sable sur ce côté-là, parce que les gérants obligataires, eux, ils sont exactement à l'inverse. C'est-à-dire que s'il y a un accident, ils vont sanctionner et ils vont faire très très mal. C'est-à-dire que là, on peut avoir des sanctions énormes, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les devises. Les endroits où c'est un peu fragile, ils vont se faire découper en rondelles, hein, c'est clair. Puis les gérants obligataires, ils peuvent s'ajuster avec la devise sur ce genre de support. Donc ça peut aller très très vite et ça peut faire très très mal. Et puis vous vous retrouvez en face d'un mur. Enfin, vous vous rendez compte quand même les mesures qu'ont été obligés de prendre les Indiens par rapport à la problématique budgétaire liée à restriction de demande. Bah oui, c'est ça. Hein. Donc là, dans les pays émergents, ouais, ça fait pas tellement ça fait quand même. Il y en a d'autres, ça peut faire très très mal. Donc imaginez que si on a ça dans un grand pays, c'est ça le danger, parce que on le dit, hein, quand vous avez IA ou pas IA, si on a un vrai début de commencement de crack obligataire, vous dites il y a rien qui résiste le problème, à ça. c'est que quand on a 80 ou 100 de PE, alors c'est vrai qu'il y a des boîtes, si on se projette, elles sont à 10 de PE, mais aujourd'hui elles sont à 80. Donc vous regardez la séance de vendredi. Nvidia post-résultat. Il faut toujours regarder l'ajustement du PE forward post-résultat. Regardez quand même la fin de séance de vendredi soir. Elle vous illustre quand même un peu ce qui peut se passer sur les techs quand ça décale. Ça décale. Ouais, j'ai rien à faire. Je vais pas regarder en live. Bon, faut que je vous retrouve le tweet sur le. Oui, je veux bien le bilan des banques centrales, Kevin. Alors sur le thème IA et le confort qu'on peut avoir encore vis-à-vis de ce thème. On va dire les marchés d'actions, les marchés sont monothématiques. Les marchés d'actions, ils regardent les dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle et l'impact que ça a sur les bénéfices, enfin sur les ventes et les bénéfices. Les marchés de taux, ils bougent avec le prix du pétrole et la géopolitique. Et donc la question, c'est que quand même l'intelligence artificielle, elle est quand même très consommatrice de capitaux et d'énergie. Et pour l'instant, les opérateurs de marché, les marchés d'actions le regardent assez peu, c'est-à-dire qu'ils regardent au travers. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces espoirs de gain de productivité. Et que face à ça, se dire que les prix de l'énergie ont augmenté de 60%, alors même que ça doit être un bon tiers des coûts opérationnels d'un centre de données, c'est ça qui le porte. Donc, quand on parle de portefeuille, de construction de portefeuille, avoir des actions sur une thématique aussi porteuse, avec autant de vent arrière que l'intelligence artificielle, très bien. Le risque en face, c'est des taux plus élevés. Il faut être acheteur des actions et vendeur des taux. Et ça, on a quelque chose qui tient à peu près le chemin ou cette ligne de crête. Donc ça, c'est un élément. Après, sur l'intelligence artificielle, tout ne fonctionne pas quand même. C'est-à-dire que ça marche là où la demande, elle est inélastique. Ouais. C'est-à-dire que ça marche sur, on va utiliser les pioches, là où on a des goulots d'étranglement. Et c'est ça qui fonctionne. Parce que quand même, si on regarde la performance des logiciels, des fournisseurs des centres de données, etc., et ça, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, ça suit à peu près la même trajectoire qui est négative. D'où la sous-performance des actions chinoises, Kevin. Une question qu'on se posait en fin de semaine dernière à l'occasion de la visite de Trump en Chine. C'est plus logiciel que vendeur de pelle-pioche. Les grandes entreprises chinoises, c'est Tencent qui fait des jeux vidéo et qui se font disrupter par de l'IA. C'est Alibaba, donc les plateformes de commerce en ligne. On se rend compte qu'il y a peut-être moins de barrières à l'entrée qu'il y a pu en avoir par le passé. On a quand même 6 grands acteurs mondiaux du commerce en ligne. On a à peu près la même chose sur les Meituan, Baidu et autres. Donc c'est pas tout à fait les mêmes positionnements que les GAFAM américains. On a beaucoup comparé les BATX, les GAFAM, c'est les deux groupes de grandes valeurs technologiques. Si vous regardez aux États-Unis, c'est quand même des positionnements différents dans les grands indices de tech chinoises, type K-Web par exemple, ou les Dragons d'Or cotés sur le Nasdaq, la performance elle est fortement négative. Et c'est ça qui l'explique, je crois. Et il y en a quand même. Cette facture-là, elle est quand même payée par certains. Et après, quand même, il y a certains signes d'exubérance. C'est-à-dire que on le voit, les entreprises de technologie non profitables, elles sont en forte hausse cette année. Elles font 2 fois la performance du Nasdaq. Elles font 5 fois la performance des 7 dites magnifiques. Bien sûr. Donc ça, on les voit quand même souvent. On a regardé j'imagine que vous avez commenté la performance d'Intel sur un mois. La performance de qui ? Intel. Oui, bien sûr. On voit certains signes d'exubérance et ce qu'on appelle donc le FOMO, cette peur de passer à côté. Et ça pose question. À la fois, il n'y a pas d'alternative et en plus, il y a un mouvement de course après la performance. Ça pose question. Pourquoi ? Parce que là, on parle aussi de la bonne tenue de l'économie mondiale et notamment de l'économie américaine. Mais si on regarde sur les 2% de croissance économique aux États-Unis, il y en a 1,5% qui vient des dépenses
d'investissement dans l'intelligence artificielle. Il y en a 0,5% qui viennent de quoi? De la consommation. Consommation qui est portée par qui? Plutôt par la génération des boomers, qui a plutôt des portefeuilles d'épargne confortable, qui bénéficient aussi de ces dépenses d'investissement. Exactement. Et donc, on a quand même des moteurs de croissance économique ou moteurs de croissance des marchés qui sont quand même de plus en plus resserrés. Et ça appelle à une forme de prudence. Et là aussi, on parlait de gestion active. Il y a la moitié des entreprises du S&P 500 qui, là au moment où on se parle, sont en moins-value sur 12 mois. Ouais. Et donc, voilà. Je crois que la participation n'a jamais été aussi faible. On n'a jamais vu aussi peu de valeurs être sur des sommets historiques et l'indice sur un sommet historique qu'en ce moment. Quoi. Ça arrive, c'est des facteurs d'attention. Comment on réfléchit à se couvrir quand même, ou en tout cas à se rediversifier dans ce moment-là, Jean-François? On ne peut pas, en termes de construction, j'imagine, tout mettre sur un thème, sur une zone, sur un secteur, etc. Donc, comment on regarde le reste du marché et comment on essaye de se couvrir contre le risque que la reconcentration du marché peut générer? Oui, dans le cadre de nos portefeuilles, on sépare déjà ce qui est un peu stratégique dans nos positions de ce qui est tactique. Donc, dans le tactique, on va être sur des horizons inférieurs à 1 an. Stratégiquement, en termes de thématiques dont on parlait, alors, la zone euro, on n'en a pas beaucoup parlé, mais elle est encore là. Donc là, on a une thématique de fond qu'on trouve toujours intéressante qui est autour de la souveraineté européenne. Donc, il y a la défense, il y a la sécurité énergétique, qui sont pour nous des thématiques qui sont porteurs par rapport à l'indice traditionnel. Donc là, on continue d'être investi là-dessus. Il y a notamment aussi tout ce qui est réindustrialisation, qui est une thématique intéressante pour la zone euro. Sur les US, on en a parlé, c'est l'IA, la cybertechnologie. On a aussi la réindustrialisation comme thème pour les États-Unis. Ça, on va dire, c'est pour la partie stratégique. Ça, c'est les points d'ancrage. Ouais, ça c'est les points d'ancrage, qui vendent, qui pleuvent sur la géopolitique, peu importe. On va dire, on passe outre. Et sur les risques un peu plus à court terme, autant la partie géopolitique qui est quand même difficile à appréhender. Néanmoins, il y a un impact avec Hormuz, l'inflation dont on a parlé. On ne peut pas non plus complètement l'ignorer. Donc on a un scénario central qui devient un peu de moins en moins central parce que on peut pas ignorer que chaque jour qui passe est un peu moins central. Le scénario qui était anciennement alternatif, notamment sur le sujet d'inflation, il regagne des points au fur et à mesure que le temps passe. Donc on reste plutôt constructif. Néanmoins, on met des protections en fait en portefeuille tout simplement parce que ça reste quand même relativement abordable. Ça permet de protéger un peu de rester investi notamment. Ça permet mieux dormir le soir, d'avoir des protections plutôt que de ne pas en avoir du tout. Est-ce qu'il y a des actifs évidents qui jouent des rôles de refuge aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut panacher différents actifs pour avoir un vrai statut, un vrai socle refuge, j'allais dire, dans un... Déjà, les taux, clairement, les taux, mais c'est vrai que l'or, ça marche moins. Alors, les taux souverains, je pense que les métaux, de manière un peu stratégique, il y a quand même un narratif. Les métaux dans leur ensemble. Ouais. D'ailleurs, on voit le cuivre qui a continué à progresser. Donc, sur les métaux précieux, stratégiques, là, il y a encore de la thématique. Tout ce qui est pétrole, oil and gas, je trouve que c'est quand même très ponctuel. Surtout que le news flow, il arrive. Là, on se fait ramasser les gains qu'on a fait. La moindre rumeur où on se dit que Hormuz va pouvoir ouvrir, boum, on voit que donc la duration, on évite globalement parce que clairement, ça ne marche pas dans le scénario inflationniste. Pour vraiment que les taux marchent, faut partir sur la case supplémentaire de récession. D'activité, quoi. Bon, on n'y est pas encore. Donc d'ici là, avant qu'on y arrive, le chemin de crête, il risque d'être un peu douloureux. Les taux peuvent continuer de monter. Avant que les taux baissent, il faut qu'ils montent encore. Oui, c'est ça. C'était les fameuses phrases de banquiers centraux. Vous m'avez compris. Pour que les taux baissent, il faut qu'ils montent. D'accord. Bon, donc tactiquement, on fait de la protection. Les thématiques, hier, on en a parlé. Souveraineté européenne, ça change pas. Faut juste intégrer que on peut avoir un peu de volatilité selon les scénarios extrêmes, mais ça vaut pour un scénario extrême à la baisse comme à la hausse. À la hausse, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pour ça que sortir du marché, c'est quand même, je pense, très très compliqué. On a compris qu'il y avait quand même en Europe, là aussi, matière à bâtir des thèmes, ou en tout cas construire des stratégies stratégiques pour le coup,
qui ont de l'importance. Sur la construction de portefeuilles d'allocation, Alain. Ce qui a beaucoup changé depuis les 18 mois, c'est deux choses. La première, côté instit, côté grand fonds, on va dire, c'est des méthodes de hedge fund, en fait, c'est-à-dire que là où avant on avait des positions stratégiques, où on se laissait porter, etc. Maintenant, quand on fait ça, on s'expose à être en face de gens qui ne sont pas autant diversifiés et qui vont aller choper du momentum sur une classe d'actifs donnée. Enfin, je le vois sur les gérants américains, même sur des classes d'actifs classiques actions, ils ont des techniques de gestion de ce type-là, c'est-à-dire qu'en fait, ils surpondèrent le momentum à fond. Et en fait, pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils savent qu'ils pourront avoir du volume quand ils voudront sortir. C'est-à-dire qu'ils ne s'amusent pas à aller sur des actifs peu liquides. Et effectivement, vu les perfs des grandes classes d'actifs et des grandes valeurs, si vous prenez les gens qui vont s'amuser à aller faire l'espace avec SpaceX, il n'y aura pas de problème pour aller faire des volumes monstrueux et avec les options qu'il peut y avoir dessus. Donc ça, côté instit, c'est quelque chose qu'on voit vraiment de manière très forte. Alors après, ils ont une partie structurée classique, puis derrière, ils jouent ces mouvements de momentum de ce type-là. Et côté retail, c'est pareil, ça a énormément changé il y a quelques années, c'est la gamification de la gestion. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un buy the dip, c'est-à-dire qu'ils se laissent aller sur faire du DCA, c'est-à-dire j'investis tous les mois sur du MSCI World. Des investisseurs insensibles au prix. Voilà, ça c'est pour une partie. Et puis alors, après, ils ont une poche plus ou moins grande de risques extrêmes, sur lesquels ils vont aller faire du IonQ, du Palantir, des options 0D, des options exactement. Et il suffit, il suffit qu'ils gagnent 2-3 fois dans l'année, et puis les 2% qu'ils auront perdus 2-3 fois dans l'année auront été compensés par des gains de 20%. Et ça, c'est quelque chose. Enfin, bon, ici autour de la table, vous êtes tous des gamins, mais moi, je suis un peu plus vieux. C'est pas comme ça qu'on gérait dans mon vieux temps. Mais maintenant, c'est comme ça. Et vous regardez les forums, c'est une nouvelle donne. C'est un nouveau paradigme. Mais complètement. C'est-à-dire qu'avant, rappelez-vous, c'est pas le truc qui fait se dire que ça va mal finir à un moment. Mais ça s'est mal fini plein de fois. Mais comme ils font des petits paris. Non, mais ils font comme des jeux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des techniques de jeu et ils mettent petit fractionné. C'est ça. Et donc, et alors avant, on rigolait quand les particuliers se posaient sur une classe d'actifs, on rigolait. Mais je peux vous dire que les instituts, ils rigolent ça plus fait 2-3 du tout. ans qu'ils rigolent plus. Ils rigolent plus du tout. Donc face à la et ça change. Donc voilà, il faut se tenir au courant de ce genre de choses, sinon vous faites cartonner. Comprendre la structure de marché, effectivement, et ce qui fait les flux. Alors je dis pas qu'il faut faire pareil, mais bon, il faut regarder. Construction, et comment on crée quand même quelque chose d'un peu antifragile aussi dans un moment comme ça, la construction de portefeuille, je l'ai résumé tout à l'heure. Pour l'instant, on a de la croissance nominale, on a de la croissance réelle, on a de l'inflation. Ça se retrouve dans les bénéfices par action. On a parlé, je crois, déjà des grands thèmes. Avoir des actions en portefeuille aujourd'hui, oui, ça fait du sens. La question, c'est qu'est-ce qu'on met en face de ça. Donc, on a plutôt envie de vendre des taux, parce que c'est peut-être par là que ça craquera. Et quand on cherche d'autres actifs antifragiles, je crois que le dollar, il fonctionne quand même moins bien, parce que on parle des flux très importants sur les marchés d'actions, mais on n'a pas tout à fait la même chose sur les marchés obligataires. Et donc, ce qu'on a pu appeler le sourire du dollar, c'est-à-dire que quand les marchés d'actions se cassent la figure, le dollar remonte. J'en suis pas convaincu, parce que si les marchés d'actions se cassent la figure, ça veut dire que la thématique de l'intelligence artificielle se cassera la figure. Et elle est surtout exprimée aux États-Unis. Donc sur le volet devises, je préfère avoir des devises comme le yen japonais, par exemple, qui, là aussi, pour le coup, est quand même beaucoup moins chèrement valorisé. Et puis, on a quand même aussi certains actifs dans le monde émergent. Et ça vaut à l'achat sur les actions comme sur les marchés de taux. C'est-à-dire que ce dont on vient de parler, c'est qu'on a beaucoup critiqué ce modèle de parité des risques, ou on appelait ça la gestion passive 60-40. Ça marche beaucoup moins bien dans le monde développé. Elle marche quand même beaucoup mieux dans le monde émergent. Je vous encourage à regarder la performance d'une obligation souveraine chinoise sur le mois de mars.
ça n'a pas tout à fait la même performance que les obligations souveraines des pays développés, parce que c'est pris remonté. La Chine, bien l'aspect crédit obligataire, ça. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup moins ces problématiques d'inflation sur lesquelles nous, beaucoup de nos banquiers centraux, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, on regardait au travers. C'est pas le cas dans certaines économies, donc on retrouve un petit peu ces mouvements-là, et en plus sur les marchés d'actions dits émergents, on a quand même des valorisations qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des marchés développés sur des thématiques qui sont pour autant mondiales. Beaucoup moins élevées évidemment en termes de valorisation. Donc des actions un peu américaines sur la tech, sur la Chine pour le reste, et pas trop de taux d'intérêt ou des anticipations d'inflation. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Kevin Tozek, Carmignac, Jean-François Fossé, Ophi Invest AM et Alain Pitous et i4Alpha.